Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Nous allons passer aux questions-réponses. Ok, merci. Moi, c'est Sylvestre Pény. Je suis du journal La Manchette. J'ai juste quelques préoccupations. Tout à l'heure, en écoutant la déclaration liminaire de la DMK, j'ai pu attendre trois éléments qui, ma foi, discréditent pour l'instant le scrutin, puisque vous avez déclaré que le scrutin n'est pas inclusif. Vous avez déclaré que le scrutin est conduit à part de charge. Vous avez aussi dit que la CENI est aux ordres. Est-ce que vous pensez qu'avec ces trois éléments, votre posture ou votre armure de républicain peut quand même peser dans la balance pour que vous reveniez avec de bons résultats, des résultats issus des urnes, puisque vous parlez déjà avec quelques éléments qui vous sont défavorables, ces trois éléments que je viens de citer, un scrutin non inclusif, un scrutin à part de charge et une CENI qui est aux ordres. Alors, ma deuxième préoccupation concerne la question de la décentralisation, puisque vous semblez ne pas partager le rendez-vous du gouvernement, je crois en avril, avec les collectivités locales. Vous insistez sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait des discussions sincères, franches et sincères avec le gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt le moment idéal d'aller à cette rencontre et de poser véritablement ce que vous voulez ou ce que vous souhaiterez que le gouvernement puisse faire en ce qui concerne la question de la décentralisation? Je finis avec la dernière. Lorsqu'on voit un peu votre déclaration liminaire, c'est vrai que je ne l'ai pas encore sous les yeux, mais nulle part il n'est mentionné les élections régionales. Bon, est-ce à dire que la DMK ne veut que les élections législatives et que les élections régionales c'est peut-être le dernier de ses soucis? Merci. Merci, non, c'est parfait. À l'entente, vous avez dit que cette conférence de presse était prévue de longue date. Et donc, c'était pour répondre à une question fondamentale qui vous a été posée plusieurs fois. Ira ou n'ira pas? Ou ira à condition? C'est toute ma question. Je la résume comme ça. Est-ce que vous irez aux prochaines consultations électorales, régionales et législatives, ou vous irez à condition que vos conditions soient prises en compte? Merci. Eh bien, moi, c'est Yacousé du site africanligne.info. En fait, ma question, elle est donc la suivante. Voilà, en lisant, bien écoutant la déclaration liminaire, vous avez parlé de la mise en place d'une charte démocratique. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans la charte démocratique? Puis,
Monseigneur Baudouin le patriarche a, je pense, il y a 93 ans. Mais il est toujours en exil. Alors, à 93 ans, c'est assez important. Alors, que faites-vous pour son retour, par exemple, au pays? Merci. Le patriarche a aujourd'hui 93 ans, mais vit loin de sa patrie. Maintenant, que fait la DEMCA pour son retour sur sa terre natale? Merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes. À mon tour, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à la présente conférence de presse. C'était un rendez-vous que nous avions pris de très longue date et nous sommes vraiment heureux de vous retrouver cet après-midi. Et je vous remercie pour les questions que vous avez eu à poser et qui sont toutes des questions pertinentes. Alors, je vais commencer par les questions relatives aux élections régionales. Et je voudrais dire que loin de nous préoccuper, de ne pas nous préoccuper, nous accordons de l'importance aux élections régionales. Nous accordons de l'importance aux élections régionales. Nous savons que c'est important dans le développement de notre pays, de nos régions. Et c'est justement pour ça que nous pensons qu'il ne faut pas les galvauder, il ne faut pas les instrumentaliser, il ne faut pas s'en servir, encore une fois, comme on sait très bien le faire, juste dans le dessein de se maintenir au pouvoir. Et c'est pour ça que, au vu des problèmes qui se posent encore en ce moment, en matière de décentralisation, et également au regard de la situation économique et sociale de notre pays, nous disons ces élections qui ne sont pas obligées d'être organisées à date, il n'est pas opportun de les organiser maintenant. Il n'est pas opportun de les organiser maintenant parce que ce deuxième niveau de décentralisation qu'on veut mettre en place va davantage compliquer les problèmes qui se posent en matière de décentralisation. Il y a un premier niveau qu'on a lancé depuis l'organisation des élections communales. Et aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas eu de bilan vraiment sérieux du fonctionnement de ce premier niveau de décentralisation. Et mieux, on constate même que, alors que, avant le lancement même des élections locales, il y avait eu une grande réunion. On a investi les ressources du Togo pour réfléchir à la décentralisation et faire des propositions. On constate que
les propositions qui avaient déjà été faites et approuvées par le régime n'ont même pas été suivies d'effet. Ce qui fait que le premier niveau de décentralisation ne fonctionne pas bien. Il y a trop de problèmes encore à régler. De l'autre côté, organiser ce genre d'élection demande des ressources. Alors on constate aussi que les Togolais manquent de l'essentiel. Les besoins sociaux de base de nous, Togolais, ne sont pas à ce jour satisfaits. Alors pourquoi gaspiller les ressources pour organiser encore des élections qui ne feront qu'en rajouter à nos problèmes? Quand on est rationnel, eh bien, on se dit, vu qu'il y a déjà une échéance constitutionnelle qu'on ne peut pas éviter, et vu que le premier niveau de décentralisation pose problème, et que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous occuper des besoins sociaux de base des Togolais, mais utilisons plutôt ces ressources, au moins pour régler les problèmes des Togolais ou une partie des problèmes des Togolais, en attendant de faire une bonne évaluation de la décentralisation telle qu'elle a déjà démarré et de régler les problèmes qui se posent au premier niveau pour maintenant se dire ok, on peut aller plus loin. Voilà ce que nous disons. Nous disons que ce n'est pas opportun d'organiser ces élections régionales. Et nous pensons qu'il y a des calculs politiques derrière. On veut, vaille que vaille, mettre en place un Sénat pour caser des fidèles, leur trouver à la même occasion une immunité. Mais attendez, et l'intérêt du pays, on en fait quoi? Voilà notre position sur les régionales. Nous ne disons pas qu'elles ne sont pas importantes, mais nous disons qu'elles ne sont pas les organiser maintenant, ce n'est pas opportun. Ensuite, nous avons constaté effectivement qu'il y a eu une réunion prévue entre les préfets, les maires adjoints, une réunion à laquelle les convie le chef de l'État. Et on apprend que ça va servir à faire le bilan. Nous pensons que ce n'est pas dans ce cadre qu'on peut faire un bilan objectif et sérieux. À notre avis, on veut orchestrer encore une grande messe de laquelle il ne sortira rien qui soit vraiment avantageux pour nous. Pour faire le bilan du fonctionnement des communes, eh bien, de manière dépolitisée, il faut mettre ensemble toutes les parties prenantes. Et pour nous, une rencontre d'un ou de 2 jours en présence de l'actuel occupant du fauteuil présidentiel, ce n'est pas le cadre idéal pour faire ce genre de choses. Donc, vous posez la question de savoir est-ce que nous allons boycotter? Non. Les élus des partis membres de la DNK iront au rendez-vous et en profiteront pour dire la vérité. Ils vont peut-être crier dans le désert, mais au moins ils diront cette vérité-là qui emmènera les
responsables actuels de ce pays à comprendre que, ok, il faut vraiment prendre le temps de faire le bilan de ce qui se passe dans nos communes. Parce que les Togolais qui attendent beaucoup de la décentralisation sont dans l'ensemble, pour l'instant, déçus de l'impact de l'action des communes sur leur vie quotidienne. Et ils savent, ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent que les élus, même ceux de l'opposition, ne peuvent pas faire de miracle si on ne les met pas dans les conditions qu'il faut pour impacter la vie des citoyens. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne les élections régionales. Vous avez demandé à savoir, avec les éléments défavorables, nous dirions plutôt les éléments qui sont des indicateurs d'élections non inclusives et d'élections non transparentes qui vont encore conduire à des contestations et enfoncer davantage le Togo dans la crise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voulez savoir si, avec ça là, est-ce que ces conditions actuelles, cette situation actuelle, ces problèmes-là, avec ces problèmes qui se posent, est-ce que nous allons pouvoir répondre au rendez-vous électoral? Je pense que cette question rejoint à peu près celle qui a été posée de manière plus claire et qui nous dit ira ou n'ira pas, ou ira à condition. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes des républicains. Ces élections législatives-là constituent un rendez-vous important. Important dans la vie du pays. Ça peut changer la trajectoire de ce pays. Et c'est important aussi pour le combat que nous menons à la DMK. Et nous l'avons redit, c'est un combat qui veut faire en sorte que l'alternance qui a été votée par les Togolais le 22 février 2020 soit enfin concrétisée. Nous n'y avons pas renoncé. Maintenant, nous sommes conscients de ce que, sur la trajectoire de notre combat, eh bien, disons, il n'y a pas une seule trajectoire. Il y en a plusieurs. On peut passer par plusieurs chemins. Et ce que nous voulons dire, c'est que nous nous battrons pour que cette situation-là que nous constatons, ces situations que nous constatons, et qui ne sont pas acceptables, puissent évoluer, puissent changer. C'est à cela que nous nous engageons. Ça veut dire dans les jours prochains, vous allez voir, on a déjà dit que nous allons nous rapprocher d'autres acteurs politiques. Nous sommes sûrs que tout acteur digne de ce nom, surtout s'il prétend se battre pour la démocratie dans notre pays, s'il prétend se battre pour l'alternance,
nous sommes convaincus que, eh bien, ces acteurs-là doivent eux aussi être préoccupés par les points sur lesquels nous avons mis le doigt. Et bien d'autres. Et bien d'autres. En fait, on a résolu de parler juste de l'essentiel. C'est pour ça que vous avez constaté qu'on a évoqué un certain nombre de points qui seront susceptibles de décrisper le climat politique, de faire baisser les tensions. Ça, c'est des choses qui se font dans tous les pays, par des responsables qui sont soucieux de l'intérêt du pays, du devenir du pays. Ensuite, d'autres mesures qui pourront, si elles sont mises en application, réunir les conditions d'élection inclusive. L'exclusion en politique n'est pas une bonne chose. Ça ne fait que créer des problèmes. Et nous en avons déjà assez. C'est pour ça que nous ne voulons pas laisser faire ces élections dans ce contexte ou dans l'inclusion. Ensuite, nous pensons qu'il faut s'assurer de mesures pour que ces élections soient vraiment transparentes. Et parmi ces mesures, eh bien, nous n'avons pas trop insisté sur des points. Quand nous abordons, par exemple, la nécessité de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Ce n'est pas nouveau. On l'a déjà demandé en 2020. Ça a même fait l'objet d'accords dans les discussions qu'il y a eu sous le parrainage des amis du Togo, des partenaires en développement. Malheureusement, ça n'a pas été appliqué. Pour quelles raisons, on n'en sait rien. Mais nous demandons à ce que cette fois-ci, ce soit inséré dans nos textes et que tout le monde soit assuré que les élections seront transparentes. C'est ce que nous disons. Donc, on va se battre pour ça, ce qui nous permettra d'être sereins et de remplir notre devoir de républicain. Voilà ce qu'on peut répondre à ces questions. Il y a une question relative à la charte, à une charte démocratique. Eh bien, par cette expression-là, nous englobons tout ce qui peut conférer un caractère transparent et démocratique aux élections. Une charte qui va s'imposer à tous et qui nous mettra tous à l'abri de lendemains difficiles après les prochaines élections. Le patriarche a 93 ans. Oui, nous nous en réjouissons et chaque jour que Dieu fait, nous prions pour qu'il lui donne longue vie et santé pour qu'il puisse nous accompagner de son autorité morale le long de ce combat. Vous comprenez très bien que si nous avons besoin de lui, eh bien, nous sommes les premiers à être préoccupés de son retour. Qu'est-ce que nous faisons pour ce retour? Notre rôle, c'est déjà de marteler qu'il doit revenir. Et en réalité, les conditions sont réunies. Nous l'avons expliqué. La Cour de justice de la CEDEAO a déjà rendu une décision en réalité qui tranche le problème et qui facilite la tâche au régime.
puisque cette cour reconnaît que ce qui était à la base de cet exil de M. Agbeyome Kodjo, notre candidat dont nous réclamons la victoire, autant que la victoire du peuple, eh bien, la Cour a reconnu que c'est une violation de droit. Cette façon de l'arrêter, de l'agresser, de l'enfermer et de le harceler pour qu'il puisse partir en exil, eh bien, ça a été qualifié d'une violation de droit. La Cour a reconnu que, en revendiquant sa victoire, il n'avait commis aucun délit. Donc rien ne justifie qu'il y ait ce traitement. Et a demandé qu'il soit rétabli dans cette loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État qui se respecte et contre qui cette décision a été rendue prend les dispositions effectives pour annuler la procédure en cours, créer les conditions de garantie pour que celui dont on a violé les droits puisse revenir chez lui. Donc, ça aurait résolu le problème de l'exil de M. Agbeyome Kodjo et automatiquement celui de Monseigneur Kodjo. Le régime sait ce qu'il a à faire, mais au lieu de cela, il s'évertue à dire sur tous les toits qu'il n'a rien contre Monseigneur et Monseigneur peut rentrer. Quand même, on n'est pas dupe. Donc, c'est un point que nous incluons à partir de maintenant dans la plateforme de revendication que nous allons défendre avec toutes les forces politiques qui ont vraiment la volonté de libérer ce peuple. Voilà la réponse que je peux donner à cette question, cette dernière question. Les collègues sont là. Ah, je voulais en profiter pour vous dire, s'agissant du patriarche, que, eh bien, l'anniversaire, ça continue. Ça continue, et donc, profitez de vos organes pour annoncer, pour inviter les Togolais le dimanche prochain à la cathédrale à 11h, les inviter à venir prier, à rendre grâce pour les 93 ans de Monseigneur Kodjo. Une messe a été commandée à cet effet et vous êtes bien évidemment, mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes vous aussi invités. Merci. Il y aura d'autres questions. Donc, les collègues sont prêts à répondre aux autres questions que vous aurez à poser. Moi, c'est Peter Oudé. Je voudrais. Ma question a déjà été posée, mais je n'ai pas eu la réponse. Je ne crois pas avoir eu la réponse. Je voudrais repréciser la question. Les élections régionales et les élections législatives sont en train d'être préparées. La DMK ira-t-elle à ces élections? C'est ma première question. La deuxième question, c'est concernant les dernières actualités. Certes, la DMK a publié un communiqué, c'est sur la gestion des fonds Covid. J'ai entendu dire que des organisations de la société civile ont porté plainte. La DMK s'arrête-t-elle
de son côté ou de sa part, pour sa part, pour communiquer que vous avez des actions en ce sens sur la gestion des fonds Covid. Allez vous arrêter seulement au communiquer ou avez-vous des actions en perspective? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Marcel Akessine. Je suis freelance. Ok, je viens d'arriver et j'ai jeté des coups sur la déclaration du domaine. Et j'ai vu qu'à un certain niveau, il y a des conditions liées à la participation ou non de la DMK aux prochaines élections législatives ou régionales. Je voudrais demander à la table, tout à l'heure, en sortant d'ici, l'homme de rue, ou bien les vidéos qui pourraient nous aborder en demandant, monsieur le journaliste, monsieur freelance, donnez-nous la position de la DMK par rapport aux prochaines élections législatives. Je vais tâtonner. Qu'en serait-il exactement? Si les conditions, les problèmes ne sont pas respectés, le retour apaisé du patriarche, etc., ne sont pas respectés, quelle sera la position claire et nette de la DMK en son cas ici? Godfrey d'abord. Bonsoir, moi je suis Godfrey Apado ici, nommé.com. Dans votre déclaration, vous avez dit tout à l'heure que vous lancez un appel, en tout cas aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à toute la diaspora pour saisir cette opportunité des préparatifs des futures élections pour créer une plateforme revendicative. Bon, j'ai une question un peu curieuse, je voulais savoir sur, en tout cas, les partis politiques que vous allez approcher. Je voulais savoir sur cette liste, il y a l'ANC dedans. Merci beaucoup. Moi, c'est Albert Adoko. Et je vais dans le même sens que mon prédécesseur, mais sous un autre angle. Vous avez annoncé que vous allez prendre langue avec la société civile et les partis politiques. Moi, je me reste là. Pourquoi ne pas faire une action de police et après l'annoncer? Pourquoi vous avez, je dirais, vous avez mis la charrue avant les bœufs? Il fallait au moins prendre langue avec ces partis d'abord avant de l'annoncer. C'est comme une sorte de pression que vous mettez sur ces partis politiques au cas où ils ne vont pas dans le sens souhaité que la population puisse les lyncher, entre guillemets, quoi. Et la seconde préoccupation, qu'est-ce qui bloque réellement le retour de Monseigneur Boudreau au pays? Puisque les autorités ont annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune action lancée contre lui. Qu'est-ce qui bloque Boudreau de rentrer au pays? La dernière préoccupation concerne le cas Pacha-Nyansibé. Quelle est la position de la DMK par rapport à cette évacuation entre guillemets? Merci. Merci beaucoup. Vous sortez d'ici et en tant que journaliste, un Togolais vous interpelle et vous demande: ah, vous venez de la conférence de presse de la DMK. Est-ce que la DMK ira aux élections législatives? Qu'est-ce que vous répondrez? Vous répondrez que la DMK
considère que ces élections législatives constituent un rendez-vous républicain. Mais que la DMK va se battre pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, pour qu'il s'agisse vraiment d'élections organisées dans un climat apaisé, que les cœurs soient apaisés et que ce soit des élections inclusives et transparentes. Je vous assure que à la réaction de cette personne, vous verrez que la DMK est totalement en phase avec les Togolais. Parce que, est-ce que j'ai menti? Non. Je n'ai pas menti. Les Togolais réfléchissent. Et les Togolais voient bien que ce qui a enclenché là, et que nous avons décrit, que ça ne nous mènera nulle part. Que ça va compliquer davantage nos problèmes. Et votre interlocuteur va vous dire, ah, cette force-là est vraiment une force responsable. C'est des gens qui sont vraiment responsables. Ils ne veulent plus nous conduire comme ça se fait depuis plusieurs décennies dans une aventure qui va nous coûter très cher en vie humaine, qui va faire en sorte que nous nous demandions, mais qu'est-ce que nous avons fait encore au bon Dieu? Est-ce que dans ce pays-là, dans cette classe politique togolaise, toutes tendances confondues, il n'y a pas de gens qui aiment leur pays, qui aiment ce peuple, qui pensent aux souffrances de ce peuple? C'est ce que la personne va vous répondre. La personne comprend que le problème ne se pose pas en termes de iras-tu oui ou non. Et je suis sûr que vous nous avez compris, que nous nous battrons pour qu'il n'y ait plus d'élections qui posent problème. Ces élections sont capitales. Et vous nous verrez à l'œuvre. Vous nous verrez à l'œuvre et vous comprendrez davantage notre position. Voilà. Pourquoi est-ce que nous annonçons que nous allons nous rapprocher des partis avant de l'avoir fait? Mais c'est pareil, mon cher ami. Si on l'avait fait et qu'on avait les résultats, nous aurions été obligés de dire, nous avons appelé les partis, bon, on a reçu un accueil favorable ici, là. Par contre, ailleurs, eh bien, nous n'avons pas été compris. On l'aurait dit. Pourquoi on l'aurait fait? Et pourquoi on le fait comme ça? En fait, quand on le dit, ce n'est pas pour faire pression sur qui que ce soit. C'est pour expliquer l'action que nous menons. Nous sommes redevables aux populations. Et elles ont le droit de savoir comment nous menons le combat. Donc c'est seulement à ce titre que nous avons dit, ayant ressorti des éléments qui pourraient qui pourraient constituer une plateforme de revendication, nous avons dit, nous approcherons notre force pour que, ensemble, nous confirmions cette plateforme de revendication-là, après l'avoir amendée éventuellement, parce que c'est ouvert, et que nous obtenions l'adhésion d'un maximum de force pour combattre, pour nous battre et expliquer à ce régime que cette fois-ci-là, trop c'est trop. En réalité, on recule. On recule à chaque fois. Regardez
la composition de cette CENI. D'ailleurs, dont le mandat expire ce mois d'avril. Et il faut remettre les choses à plat. Son mandat expire en avril. Donc, saisissons cette opportunité pour faire quelque chose de bien, pour montrer que nous ne sommes pas mal intentionnés dès le départ, mais que nous voulons vraiment organiser des élections qui soient inclusives, démocratiques et transparentes. Donc, voilà le sens de ce que nous faisons. Nous n'avons l'intention de mettre la pression sur qui que ce soit. On ne peut pas forcer un âne à boire. Nous ne ferons qu'avec ceux qui veulent. Et de fait, les discussions ont commencé. Alors, vous voulez savoir, est-ce que nous allons rencontrer un parti comme l'ANC? Mais pourquoi voulez-vous que nous excluions des gens? Ce sont les gens qui vont s'auto-déterminer quand on les approche. Donc, a priori, il n'est pas dans l'intention de la DMK d'exclure aucune force politique qui existe sur l'échiquier national et qui se manifeste régulièrement. Voilà. Tu voulais répondre Merci beaucoup. Il y a une question concernant la position de la DMK par rapport à la gestion des fonds Covid. Nous avions sorti un communiqué pour dénoncer cette situation, ce fonds organisé. Et le journaliste nous demande, est-ce que ça s'arrête là ou bien est-ce que nous irons plus loin, comme ceux qui viennent de porter plainte contre le gouvernement ou bien ceux qui ont créé ce désordre. Je crois que la DMK a réfléchi par rapport à cette situation. Parce que nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Nous avions dénoncé la situation. La Cour des comptes n'a pas fini de produire tous ces rapports. Les fonds Covid ont été collectés et gérés pendant 3 ans. Nous attendons les rapports des 2 autres années de la Cour des comptes. Pour l'heure, on nous a donné le rapport sur une année. Nous avons vu qu'il y a des irrégularités et beaucoup de choses anormales. Nous les avons dénoncées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir quelle autre action faut-il mener pour que cette situation ne se reproduise plus, ou que les auteurs, s'ils sont vraiment coupables, qu'ils soient punis selon la loi. Nous y réfléchissons sérieusement. Maintenant, nous demandons également à la Cour des comptes de ne pas s'arrêter au rapport, puisque les fonds ont été collectés pour 3 ans et ont été gérés pendant 3 ans. Nous attendons donc les rapports des 2 autres années. Maintenant, par rapport à la situation de Bacha Gnassingbé. Bacha Gnassingbé, c'est un citoyen togolais. Il a été député. Même si c'est le fils d'un ancien président, c'est un citoyen comme tout le monde. Et il va être traité comme tel. Dans le programme de Dr Agoné Kodjo, il avait dit, il avait répété, que le jour où il allait s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, la première chose, c'est d'aller chercher Bacha et le sortir. Il a dit. Et il a répété plusieurs fois. Dans nos multiples ou les nombreuses déclarations ou communications que nous avions déjà faites, nous avions toujours mentionné le cas de Bacha, qu'il est temps que cette situation soit clarifiée. Parce que ce n'est pas normal
que ça se passe ainsi. Mais l'allure que prend cette affaire, on a comme l'impression qu'il y a une autre idée cachée derrière. Parce que Patrick Nassimé, c'est un citoyen togolais. Et même s'il est le fils d'un ancien président, ce n'est pas parce que l'actuel président est son frère qu'une affaire d'État doit être considérée comme une affaire familiale. C'est clair. L'affaire Patrick Nassimé ne doit pas être traitée comme une affaire familiale. C'est une affaire nationale, c'est une affaire d'État togolais. Il faut que ça soit traité comme une affaire d'État togolais. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes d'accord si le chef de l'État veut gracier ceux qui sont dans ces conditions. S'il gracie Kwacha, il doit gracier également les autres qui sont concernés. Maintenant, si Kwacha est envoyé pour se faire soigner, c'est notre désir pour qu'il se soigne. Nous voudrions bien qu'il reste en vie pour que la démocratie que nous voulons construire après la gestion de leur famille, qu'ils voient qu'il y a une différence. Donc nous ne lui voulons pas la mort, qu'il soit vivant. Parce qu'ils verront la différence entre les deux gestions que nous ferons. Maintenant, il ne faudrait pas que cette affaire soit réduite à une affaire familiale. Nous ne l'accepterons pas. Il faut que ça soit clair. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais aussi enrichir un peu le souci des journalistes à mieux comprendre, en résumant en termes clairs ce que nous venions de dire au sujet des élections régionales et des élections législatives. En termes clairs, je crois que nous avons bien souligné, et vous l'avez compris, que en ce qui concerne les régionales, la position de la DMK est très claire. C'est que nous ne trouvons pas d'intérêt à l'organisation de ces élections, vu ce que le régime a fait des élections municipales passées. Au lieu d'utiliser les élections municipales dans l'intérêt des populations, ils l'ont exercé pour conserver leur pouvoir, consolider leur pouvoir antidémocratique. Et tous les citoyens conscients tous les citoyens conscients qui veulent se battre pour le développement et pour l'épanouissement des droits de l'homme doivent vraiment se méfier et plutôt aider ou bien amener le pouvoir à faire des choses très claires plutôt que de les mettre, plutôt que de les voiler, de faire des élections de façade, une démocratie de façade pour embêter le monde. Nous ne sommes pas bêtes, nous les Togolais. En ce qui concerne les élections législatives, nous avons bien dit que les élections législatives répondent à un agenda républicain. Et tous les Togolais tous les Togolais informés de cet agenda républicain se préparent à y participer. Et la DMK, faisons partie des Togolais. Nous nous préparons. Cependant, nous avons clairement précisé qu'il y a un certain nombre de choses à corriger. Et nous ne le disons pas parce que nous ne voulons pas être clairs. Nous venons des élections présidentielles passées. Et si quelqu'un a vécu et a subi, a été victime
des manœuvres de ce régime, la DMK en sait beaucoup plus. Et c'est très récent. Par rapport à cela, nous pensons qu'il y a un certain nombre de revendications. De toutes les façons, la DMK a son programme et sa stratégie pour aborder les élections futures. Dans cet agenda, vous avez vu que nous appelons les partis politiques et la société civile à un certain nombre de concertations. Parce que nous pensons que, vu ce qui s'est passé, il faudrait que les forces démocratiques, avant, pendant et après, s'entendent sur quelque chose, sur une plateforme en vue de pouvoir faire respecter nos lois démocratiques que nous avons votées pour que les élections soient transparentes. Et j'aimerais dire aux journalistes qui a dit que c'est une sorte de pression quand nous les appelons. On ne les appelle pas ici. Si vous consultez des partis, vous allez voir que depuis nous consultons, nous concertons avec des partis, on en discute. Seulement, il faut un jour pour concrétiser. Et c'est ce jour-là que nous faisons allusion ici, en voulant les appeler à concrétiser tout ce que nous avions dit, en tout cas de façon discrète. Et nous voudrions que cela soit fait de manière à ce que tout le monde soit édifié et que le peuple comprenne que ceux qui sont les forces démocratiques responsables et qui sont conscients qu'ils veulent relever le défi démocratique sont en train de faire. C'est pourquoi la DMK ne veut pas mettre immédiatement en avant certaines idées pour qu'on pense que non, on a déjà mis la table sur le terrain, on est en train de jouer, ça ne vaut pas la peine d'appeler les autres. Ça fait également se prononcer clairement sur l'agenda des législatives, ça fait partie, vous comprenez. Cependant, nous vous disons que nous nous y préparons. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter au sujet de la réponse à la question du Covid. J'aimerais ajouter quelque chose pour vous rassurer. Peut-être que vous vous dites, est-ce que vous demandez, est-ce que ces gens-là se préoccupent vraiment des intérêts des Togolais? Nous voulons vous rassurer que c'est un sujet qui nous préoccupe éminemment. Nous avons pris acte avec beaucoup de bonheur de l'initiative qui a été prise par l'IDAO de porter plainte. Et vous savez, pour exercer une action en justice, il y a d'abord un problème au départ. Il y a un blocage. Vous ne pouvez rien faire si vous ne démontrez pas que vous avez un intérêt à agir en justice. Et les objectifs de l'IDAO lui permettent certainement de mener cette action autour de laquelle toutes les organisations de la société civile soucieuses d'exercer leur contrôle sur l'utilisation de nos ressources publiques pourront se retrouver. Mais je voulais vous donner un exemple, un autre exemple, dans lequel la DMK s'est dit il s'agit des intérêts des Togolais, nous n'allons pas nous taire. C'est le cas Bolloré, où vous savez que, eh bien, on a, pour résumer l'affaire, on a bradé les intérêts des Togolais à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010. Et c'est une juge de nationalité française qui, dans le dossier, arrivé à son niveau, s'est ressaisi en disant non, moi je ne peux pas entériner cet accord-là
qu'on était en train de conclure pour éviter qu'il y ait un procès en bonne et due forme dans cette histoire, parce que c'est les intérêts publics d'un pays qui sont en jeu. La responsabilité est trop grande, c'est trop grave pour qu'on utilise cette procédure de plaider coupable pour mettre fin à l'affaire. Il faut aller jusqu'au fond et voir comment garantir les intérêts des Togolais. Alors nous nous sommes étonnés de ce que au Togo, aucune institution ne se soit prononcée sur cette affaire ou n'ait cherché à entrer en jeu. Au contraire, ça a été le silence total. On s'est comporté comme si c'était une affaire franco-française, alors que c'est une affaire qui met éminemment en jeu les intérêts des populations togolaises. Heureusement que ça s'est passé à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010 et donc les candidats à cette élection avaient intérêt à se constituer partie civile en se prévalant du déséquilibre qu'il y a eu au profit d'un candidat qui a bénéficié des largesses d'un opérateur économique aussi important. Et donc, le président Agueyomi Kodjo, candidat à l'époque, et moi-même, Kafi Adamago Johnson, candidat, nous avons tout fait. Nous nous sommes battus pour entrer dans le dossier. Nous nous sommes constitués partie civile et nous suivons ce dossier point par point. S'il plaît à Dieu, la France étant une démocratie jusqu'à nouvel ordre, eh bien, malgré tout le dilatoire dont a usé l'opérateur économique en question pendant des mois et des mois, eh bien, l'affaire va pouvoir être jugée incessamment. Nous l'avons fait pas pour nous l'avons fait par, comment dirais-je, sursaut patriotique, en se disant quand même, ce sont les intérêts d'un pays qui sont en jeu, un pays qui est censé être dirigé et aucun responsable, aucune institution censée défendre les intérêts du Togo n'a osé lever le petit doigt dans cette affaire. C'est quand même grave. Et on a pris cette responsabilité-là après en avoir discuté au sein de la DRA. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plus de questions? Merci. Chaque chose à sa fin. Nous venons d'arriver à la fin de notre conférence de presse. Merci, chers collègues journalistes, et bon retour dans vos rédactions. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.